Yvonne, ma chérie, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. J'ai remarqué la peur dans ses beaux yeux bruns qui se sont remplis de larmes. Elle n'a pas répondu directement à ce que j'ai dit, alors j'ai continué. Yvonne, je me suis mis dans de sérieux problèmes. J'ai perdu une importante somme d'argent au poker, environ 75 000 $. Si je ne paie pas rapidement, il y a des menaces de violence, voire pire. Personne ne veut me prêter à cause de mon crédit. Vous gérez nos finances. Y a-t-il un moyen de gérer cela? Je comprendrais que vous ne puissiez pas. C'est entièrement ma faute. Je suis désolé, ma chérie. J'étais tellement sûr d'avoir une main gagnante. Yvonne, je sais que nous gagnons bien notre vie tous les deux, mais avec 2 enfants à l'université et les dépenses récentes pour renforcer les fondations de notre maison, je doute que nous ayons beaucoup à épargner. Mais je ne sais vraiment pas. Sa réaction m'a d'abord laissé perplexe. Elle a semblé soulagée par ma révélation. Boris, nous sommes loin d'avoir cette somme sur nos comptes. Quelle est la date limite? Ils m'ont donné jusqu'à vendredi midi. D'ici vendredi soir, je risque de me retrouver à l'hôpital ou pire. J'espère que ce ne sont que vos nerfs qui parlent. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Je peux peut-être obtenir un prêt par moi-même. Je te promets que je ne jouerai plus jamais. Je serai le meilleur mari possible pour le reste de notre vie. Je le croyais déjà, ma chère. Je le croyais déjà. Son attitude calme m'a surpris. Je m'attendais à de la colère. Jeudi soir, nous nous sommes reparlés. J'avais l'impression de marcher sur des œufs au-dessus des chutes du Niagara, anxieuse et nerveuse. Je craignais qu'elle n'ait pas trouvé de solution. Je risquais d'être confronté à une fin funeste. Elle avait l'air solennelle lorsqu'elle parlait. Je transpirais à grosses gouttes. Boris, j'ai obtenu un prêt de 75 000 $, mais cela n'a pas été facile. Ne me demandez pas où et comment. Je vais devoir travailler à temps partiel pendant longtemps pour rembourser. Je fais cela pour nous, mais ne prenez pas ma générosité pour un passe-droit. Il s'agit d'une aide unique. Si vous avez l'impression de retomber dans l'addiction au jeu, les conséquences seront plus graves que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais devoir travailler à des heures irrégulières, donc tu devras t'occuper des dîners et des tâches ménagères. Yvonne, merci, vraiment. Vous me sauvez la vie. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je me chargerai volontiers de vos tâches ménagères. Tout ce dont vous avez besoin. Vous feriez mieux de croire que vous avez de la chance. Maintenant, viens me montrer à quel point tu es reconnaissante au lit. J'ai fait de mon mieux. 3 fois. Quelques années plus tard. J'ai tenu parole et j'ai complètement abandonné cette addiction. Pas de poker, pas de paris, pas même un billet de loterie. Quand Yvonne travaillait tard à cause de mon erreur, je me sentais coupable. Elle a été très claire, pas d'intimité ces soirs-là. Elle a dormi dans la chambre de nos filles pour me punir de mes actes, prétendant que c'était pour mon bien. Heureusement, les nuits où elle ne travaillait pas tard, les choses étaient normales entre nous. Permettez-moi de décrire Yvonne. À l'époque de ma dette, elle avait 45 ans mais paraissait plus jeune, avec une peau impeccable, un beau visage encadré par des cheveux noirs et bouclés. Elle avait un corps en pleine forme, fruit de ses années d'athlétisme à l'université, mince avec des traits proportionnels. Nos filles ont hérité de sa beauté et de ses qualités athlétiques, obtenant des bourses d'études pour les deux. Yvonne dirigeait une société immobilière et ne se souciait pas de l'attention que lui portaient les hommes, ce que je comprenais. J'acceptais un peu de jalousie comme un petit prix à payer pour rester marié à une femme aussi éblouissante. Je n'ai jamais eu peur qu'Yvonne soit infidèle, surtout si l'on considère la grâce avec laquelle elle gérait l'attention d'hommes plus séduisants. Lors de réunions mondaines, je la voyais repousser poliment les avances, toujours avec le sourire. Si elle mettait plus de temps que d'habitude à dissuader quelqu'un, elle me cherchait, montrant clairement que j'étais son seul centre d'intérêt. Je flirtais rarement, non seulement parce que je n'étais pas un bon parti, mais aussi parce que je ne voulais pas contrarier Yvonne. Avant mon fiasco au jeu, je croyais en notre loyauté, mais après, j'ai été définitivement convaincu de sa loyauté malgré les sacrifices qu'elle a faits pour corriger mon erreur. Le fait qu'elle lui ait confié nos finances au début de notre mariage était dû à mon habitude de jouer au hasard. Cette dette de poker a été le premier échec financier important que j'ai commis sans qu'elle le sache. J'étais tellement sûr d'avoir une main imbattable avec 4-9. Il s'est avéré que la quinte flush royale ne faisait pas le poids. À part s'abstenir les soirs où elle travaillait tard, Yvonne n'a pas semblé me tenir rigueur de ma gaffe. J'ai assumé davantage de tâches ménagères et je me suis occupé d'elle, dans l'espoir de lui montrer que j'appréciais son sacrifice. Mais un soir, j'ai commis l'erreur de lui demander innocemment combien de temps elle pensait devoir faire des heures supplémentaires pour éponger la dette. J'ai cru qu'elle allait exploser. Jusqu'à ce qu'elle soit remboursée, connard. C'est de ta faute si je dois faire ça. Je te ferai savoir quand ce sera fini. D'ici là, arrête de m'emmerder avec ça. Elle se dirigea en trombe vers sa chambre nocturne et ferma la porte à clé. La colère de ma femme, habituellement calme, m'a surpris. Je me suis rendu compte que le travail supplémentaire qu'elle effectuait pour régler ma dette pouvait être bien plus pénible que je ne l'avais imaginé.
Malgré ces difficultés évidentes, elle était toujours prête à les endurer pour moi. J'ai eu profondément honte de l'avoir mise dans cette situation. J'ai décidé de ne plus en parler. J'ai commencé à réfléchir à des moyens de gagner plus moi-même, dans le but de réduire le temps dont elle avait besoin pour rembourser la dette. Une occasion inattendue s'est présentée. En temps normal, gagner de l'argent en plus de mon travail ou prendre un job d'appoint n'était pas une mince affaire. Cependant, j'avais joué un rôle essentiel dans l'obtention d'un nouveau contrat pour les filtres à air industriels produits par notre entreprise. Il s'agissait d'un grand constructeur automobile coréen. Leur satisfaction quant à la qualité et au prix de nos produits a entraîné une augmentation significative des commandes, ce qui a fait de notre plus gros client. Mon séjour en Corée au sein de la 101e brigade aéroportée m'avait permis de maîtriser la langue et de comprendre les pratiques commerciales coréennes, ce qui avait contribué à la conclusion de l'accord. La direction était ravie de ce succès et reconnaissait l'intérêt de me garder. En conséquence, j'ai reçu une prime inattendue de $10 000, ce qui est rare pour quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe de vente. Mes collègues, dont Carter de la comptabilité, m'ont félicité et m'ont demandé si j'avais des projets pour cet argent. J'ai proposé de l'utiliser pour rembourser une dette, mais Carter a proposé une autre solution et m'a invité à déjeuner pour en discuter. Autour d'un hamburger, Carter m'a raconté que son père, un investisseur en capital risque prospère, lui avait fortement conseillé d'investir dans les bitcoins lorsqu'ils étaient encore relativement inconnus. J'ai fait semblant de connaître le concept, et Carter a insisté sur le fait qu'il était inhabituel que son père insiste autant sur un investissement. Il m'a suggéré de placer mon bonus en bitcoin puisque je ne l'avais pas affecté à autre chose. Malgré ma connaissance limitée des bitcoins, j'ai fait confiance au jugement de Carter et de son père. Le potentiel de rendement substantiel correspondait à mon objectif de rembourser rapidement les dettes de ma femme, comme l'avait montré sa récente réaction à ma demande de renseignements. Apparemment, mes tendances à la dépendance au jeu n'avaient pas été complètement supprimées. J'ai remis les $10 000 à Carter, en me jurant de ne jamais les révéler à Yvonne à moins d'en tirer profit. Quelques mois plus tard, la panique s'est emparée de moi lorsque j'ai réalisé qu'Yvonne découvrirait les $10 000 dans notre déclaration d'impôt annuelle. Elle avait un œil d'aigle pour repérer les anomalies, et un montant inattendu de $10 000 soulèverait sans aucun doute des questions. J'ai sprinté jusqu'au bureau de Carter, désespéré de récupérer mon argent. La castration semblait imminente. Carter a gloussé. « Boris, encaisser maintenant serait une erreur. Votre investissement de $10 000 en bitcoin vaut maintenant près de $25 000. Je suis resté bouche bée. Comment diable? Sans vouloir vous offenser, j'ai du mal à l'expliquer. Vous pouvez convertir vos bitcoins, bien sûr, mais avez-vous un besoin urgent d'argent? Dans quel délai devez-vous vraiment l'avoir? Eh bien, la date limite absolue serait avant janvier, lorsque les W2 et les 1099 arrivent. Voici ma recommandation, donnez-lui jusqu'au 1er décembre, puis revenons sur cette question. Si, par hasard, vos bitcoins ne valent pas $10 000 à ce moment-là, je vous rembourserai personnellement vos $10 000. Croyez-moi, Boris, vous me remercierez de vous avoir fait attendre. Avec son assurance, j'ai décidé de tenir bon jusqu'à ce moment-là. Mais au cas où Yvonne la prendrait, j'ai fait des recherches sur les cimetières situés dans des champs de sumac vénéneux. Le 1er décembre, Carter m'a annoncé la nouvelle, mon investissement initial avait grimpé à près de $100 000, soit 10 fois sa valeur. Je n'arrivais pas à croire qu'un système d'enrichissement rapide avait réellement fonctionné. Contre l'avis de Carter, j'ai retiré $75 000 et laissé environ $25 000 en bitcoin. J'ai appelé Yvonne. Comme elle ne travaillait pas tard le soir, je lui ai annoncé que nous allions dîner ensemble. Lorsqu'elle a protesté, invoquant le manque de moyens, j'ai mentionné un petit bonus et l'envie de lui montrer ma reconnaissance. Elle a accepté à contre-ségur, s'attendant à un restaurant modeste comme Red Lobster, Olive Garden ou, au mieux, Outback. Au lieu de cela, je l'ai conduite chez Da Vinci, le restaurant italien le plus prisé de la ville. Yvonne a hésité devant le voiturier. « Boris, cet endroit est trop cher. J'apprécie, mais allons ailleurs. » « Non, ce soir, nous faisons des folies. Tu le mérites. D'ailleurs, j'ai déjà réservé. Allez, chérie. On va se faire plaisir, juste pour cette fois. » À contre-ségur, elle m'a suivi à l'intérieur, où j'ai confirmé notre réservation. Le maître d'hôtel nous a accueillis et nous a dit « Ravi de vous revoir, madame. Votre table habituelle, je suppose. » Yvonne est perplexe. Je vous jure que je ne suis jamais venu ici. Je dois avoir un sosie. Quoi qu'il en soit, voyons ce qui n'est pas trop cher sur la carte. Elle semblait désireuse d'orienter la conversation ailleurs. J'avais remarqué son stress aux commentaires du maître d'hôtel, brièvement intrigué mais finalement concentré sur la surprise que j'avais préparée. J'étais certain qu'elle serait ravie de la nouvelle, et j'ai failli me déboîter l'épaule en me félicitant. Notre dîner était excellent, accompagné d'un bon vin à prix modéré. Pendant le dessert et le café, j'ai fièrement annoncé la nouvelle. Yvonne, en plus de ce repas,
J'ai un chèque pour toi. Il s'agit du reste de ma prime et d'une partie d'un investissement récent. La réaction d'Yvonne a été instantanée et conflictuelle. Boris, es-tu en train de dire que tu as pris une décision financière sans me consulter? On dirait que vous n'accordez pas de valeur à vos membres ou à certaines autres parties. Elle marque une pause, reprenant son élan. Vous avez perdu la tête, ou vous aimez l'idée que je travaille à réparer votre gâchis financier? Et où avez-vous trouvé l'argent pour votre petit investissement? As-tu vendu quelque chose sans me le dire? Je n'avais aucune défense, alors je lui ai tendu le chèque, penaud. Elle a été complètement déconcertée. Maintenant, tu n'as plus besoin de travailler en plus. Je pensais que tu serais contente. Des larmes ont coulé dans ses yeux, mais elle n'était pas joyeuse. Elle s'est précipitée aux toilettes. J'ai attendu, perplexe sur ce que j'avais fait de mal. Il a fallu attendre un moment avant qu'elle ne revienne, avec l'expression « ne dis rien ». Tu ne comprends pas, imbécile. Je ne peux pas payer la dette à l'avance avec de l'argent liquide. Je me suis engagé à travailler un certain nombre d'heures. Ça ne peut pas changer. Ce chèque ne signifie en rien que je travaillerai moins. Elle m'a renvoyé le chèque et est partie en trombe, du moins c'est ce que j'ai supposé. J'étais dévasté, assis là, réfléchissant aux conditions de prêt qu'elle avait acceptées. Au bout d'une dizaine de minutes, notre serveur s'est approché avec une note manuscrite d'Yvonne. Elle mentionnait qu'elle avait pris un Uber pour se rendre à un motel pour la nuit, et qu'elle l'avait appelé pendant sa première pause aux toilettes. On m'a demandé de rentrer seul et de ne pas l'attendre. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé du réconfort dans les larmes. Le sommeil m'a échappé. Le lendemain matin, alors que je sirotais mon café seul, la colère commença à bouillonner en moi. Je me suis dit, merde. Mes intentions de bien faire devraient compter pour quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire dont elle ne pouvait pas me parler ou qu'elle ne pouvait pas payer à l'avance? Puis j'ai compris, c'était une putain de prostituée. Rien d'autre ne semblait coller. Le maître d'hôtel l'avait reconnue parce qu'elle était déjà venue avec des clients. Je me suis précipité dans la salle de bain et j'ai vidé les restes d'un dîner coûteux, le vin, le dessert et mon café du matin. Lorsque je suis rentré d'une journée de travail infructueuse, Yvonne était assise à la table de la cuisine. Je n'avais pas le droit de parler. Elle a refusé de s'engager, n'a pas voulu fixer un moment pour parler, a simplement exigé qu'on la laisse tranquille. Les mots qu'elle a prononcés en guise de conclusion m'ont piqué, tout est de ta faute. Fais avec. J'avais besoin de réponses concrètes. N'ayant pas de compétences en matière d'enquête, j'ai engagé un détective privé. J'ai encaissé le chèque de 75 000 $ et j'ai attendu de connaître le coût du détective privé avant de déposer le reste. Au bout d'une semaine, j'ai reçu un rapport accablant. Mes soupçons étaient confirmés, Yvonne travaillait pour une des meilleures agences d'escorte de la ville. J'ai pleuré à nouveau. Quelque chose que j'avais fait avait semé le chaos dans mon mariage. Ma passion inconsidérée avait poussé ma femme à se vendre. Il semblait qu'elle avait accepté un délai ou un nombre de rencontres spécifiques pour éponger ma dette. Je me sentais malheureux. Je le méritais. Découvrir qu'elle était une travailleuse du sexe était déjà assez pénible, mais mon esprit s'est ensuite attardé sur ce qu'elle avait pu endurer, des hommes utilisant son corps de diverses manières, peut-être plusieurs hommes à la fois. J'ai imaginé des scènes graphiques où elle s'engageait intimement avec des étrangers, et je n'ai pas pu arrêter les images. Boire n'endormait pas la douleur. J'ai fini par atteindre un point de rupture. Mon amour inconditionnel était désormais soumis à des conditions. J'étais sur le point d'envisager quelque chose que je n'aurais jamais pensé envisager un jour. Ce soir-là, je lui ai tendu les épaules, la pressant de m'écouter. Yvonne, je suis au courant de ton travail d'escorte. Je suis profondément désolé de t'avoir poussé à faire ce pas pour régler ma dette. Je ne sais pas comment me racheter. Bien que je sois touché par votre volonté de faire un tel sacrifice, je ne peux plus envisager d'être intime avec vous, sachant les expériences que vous avez dû endurer. Cette idée me rend malade, malgré l'amour que je te porte. Je dois supporter le poids de savoir que je t'ai conduit sur cette voie. Pour arranger les choses, je vais demander le divorce et te donner la moitié de tout, la maison, nos comptes et ce qu'il reste de la prime de 75 000 $. J'assumerai l'entière responsabilité du divorce avec nos filles. J'aurai toujours une dette envers toi, et j'espère que tu t'acquitteras rapidement de tes obligations et que tu iras de l'avant. J'espère qu'en te donnant tout, cela te facilitera la tâche après mon départ. J'espère qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Les larmes coulent sur son visage. Boris, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Nous devons parler avant que tu ne prennes des décisions irréfléchies. Malheureusement, je dois partir travailler. Demain soir, nous en reparlerons. S'il vous plaît, n'agissez pas avant que nous ayons parlé. Yvonne s'est habillée et est partie, ne revenant pas ce soir-là. Ça ne m'a pas surpris. La journée de travail suivante a été tout aussi improductive. Malgré l'avertissement d'Yvonne, je suis allé de l'avant et j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le droit de la famille l'après-midi même, déterminé à prouver mon sérieux. L'avocat n'était pas satisfait des conditions que je proposais dans ma requête,
surtout si l'on tient compte du fait que ma femme travaille à temps partiel. Il a contesté mes conditions avec véhémence jusqu'à ce que je doive affirmer qu'elles n'étaient pas négociables, menaçant de chercher un autre avocat. Il a fini par accepter et j'ai versé un acompte de $2000. Après le travail, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Yvonne absente. Étonnamment, son absence ne m'a pas particulièrement dérangé. Mon destin imminent semblait momentanément retardé. J'ai composé son numéro de portable, mais je suis tombé sur sa boîte vocale, laissant un message demandant l'heure de son retour. J'ai également essayé son numéro au travail, sachant que c'était après les heures de bureau, mais personne n'a décroché. Je n'ai pas laissé de message, j'ai simplement attendu, en buvant quelques bourbons avec des glaçons. Vers 20 heures, on a frappé à la porte. Je me suis approché en titubant et j'ai découvert 2 policiers à travers le Judas. J'ai ouvert la porte en essayant de masquer ma respiration. Pouvons-nous parler à Boris Wagner? Je suis coupable, ai-je tenté de plaisanter. Yvonne Wagner est-elle votre femme? Oui, du moins pour l'instant. Est-ce qu'elle va bien? D'abord, pouvez-vous nous dire où vous étiez hier soir? J'étais ici. Pourquoi cette question? Pouvez-vous le prouver? Il n'y avait personne d'autre que moi et Jacques Daniels. Il n'est pas très bavard. Attendez, j'ai commandé des plats chinois à emporter. Vous parlez le mandarin? En fait, je ne sais pas si ça peut aider. Il se peut qu'il ne parle que le cantonais. Nous devons vérifier votre histoire. Attendez, vous n'aurez besoin de vérifier que si quelque chose de mal lui est arrivé. Dites-moi, bon sang. Monsieur Wagner, j'ai le regret de vous informer que votre femme a été tuée hier soir au Marriott. Instantanément sobre, j'ai balbutié, mais, tuée. Mais, tuée? Comment? Qui? Ce n'est pas une blague de mauvais goût, n'est-ce pas? Je vous assure que ce n'est pas une blague. Nous sommes encore en train de rassembler les détails, mais notre principale théorie est qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôtel, probablement avec un client qui avait loué ses services. D'après la scène, il semble qu'il avait une préférence pour les rencontres brutales, et les choses sont devenues incontrôlables. Il l'a laissée là, blessée et allongée dans son lit. Sa nuque était brisée. La femme de chambre l'a trouvée ce matin, et il était difficile de l'identifier sans son sac à main. Son agence d'escorte a tiré la sonnette d'alarme lorsqu'elle ne s'est pas présentée comme le veut leur protocole de sécurité. Si vous saviez tout cela, pourquoi me demander où je me trouve? Nous devions couvrir tous les angles. Une autre théorie est qu'en découvrant la profession de votre femme, vous auriez pu être impliqué dans sa mort pour faire croire que c'était son client qui l'avait tué. Puisque je ne l'ai pas fait, qui soupçonnez-vous? L'agence nous a donné le nom de son cavalier et nous le poursuivons. Pour l'instant, c'est une personne d'intérêt, tout comme vous. Monsieur Wagner, toutes mes condoléances. Je n'aime pas demander, mais pourriez-vous venir à la morgue pour identifier son corps? Demain matin suffirait. Et s'il vous plaît, restez en ville pour le moment. J'étais plongé dans un épais brouillard mental. Mon imprudence avait entraîné la mort de ma femme. Ma bêtise et mon addiction au jeu avaient causé cette tragédie. J'avais l'impression d'être l'être le plus bas de l'univers. Je ne méritais pas de vivre. Heureusement que je n'avais pas d'arme à feu. Je n'avais pas le courage d'utiliser un couteau et je n'avais pas de pilule. Je n'avais pas encore compris que j'étais suspecté du meurtre de ma femme. S'il n'y avait pas eu mes 2 filles, privées de mère, j'aurais peut-être cherché une arme et mis fin à mes jours. Mais les soumettre à la perte simultanée de leurs 2 parents était inconcevable. Perdre leurs 2 parents en même temps, leur mère mourant en travaillant et leur père provoquant sa descente dans cette vie, peut-être en se suicidant, briserait leur vie innocente. Cela pouvait les marquer irrémédiablement. Je devais endurer cette agonie pour leur bien. J'ai appelé les filles, les exhortant à rentrer à la maison car quelque chose de terrible était arrivé à leur mère. J'ai menti, prétendant qu'elle était à l'hôpital, refusant d'en dire plus au téléphone. Faire face aux filles en personne a été plus déchirant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il y a eu des larmes, des cris et des sanglots, une cacophonie de chagrin. C'était une chose d'annoncer la nouvelle du décès de leur mère, c'était bien pire d'expliquer les circonstances de sa mort brutale. Je ne leur ai pas caché la vérité, elle s'est prostituée à cause de mes dettes. Alisha, l'aînée, s'est réfugiée dans mes bras en pleurant. Marilyn, la plus jeune, m'a complètement exclu après avoir appris mon rôle dans le parcours tragique de sa mère. Elle a laissé entendre qu'elle ne me parlerait plus jamais. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous les 3 réussi à traverser les funérailles et l'enterrement sans nous effondrer. Heureusement, aucune des personnes présentes n'était au courant de son travail parallèle ou de ma responsabilité dans sa descente dans cette vie. Yvonne n'avait pas laissé de testament. Dans notre État, le protocole applicable à une personne décédée sans testament prévoit que le conjoint survivant hérite de tout en premier. Si le conjoint n'est pas en vie, les enfants se partagent les biens à parts égales. Même si je devais tout hériter, j'étais prêt à partager les biens d'Yvonne entre les filles, comme si je n'étais plus là. Ce n'était que justice, compte tenu du rôle que j'avais joué dans sa mort. Pour régler la question de l'héritage, il a fallu se pencher sur les biens et les dettes d'Yvonne.
J'ai dû me rendre à la banque avec un certificat de décès pour accéder à son compte d'épargne à son nom et retirer son nom de notre compte commun. Avec près de 75 000 dollars provenant des bitcoins, de l'assurance vie et de ses économies, je serais dans la meilleure situation financière de ma vie dans 6 mois si je gardais tout. Même les bitcoins que j'avais encore augmentaient. Mais l'amélioration de ma situation financière ne signifiait rien sans elle. J'aurais aimé pouvoir lui pardonner ce qu'elle avait fait, mais il était bien trop tard pour que cela compte. J'ai lutté contre un sentiment de culpabilité et une dépression grave, en évitant l'alcool et les médicaments. Reconstruire un lien avec mes filles est devenu ma priorité, en particulier avec Marilyn, qui avait abandonné l'université. Elle m'a assuré qu'elle allait bien, mais elle est restée évasive quant à ses allées et venues. Alisha était le point de contact en cas d'urgence, comme le scénario que j'espérais secrètement, ma propre disparition. Elle m'a encouragé à donner à Marilyn l'espace nécessaire pour guérir. Au milieu de mon chagrin, j'ai reçu une carte de condoléances qui a instantanément fait monter ma tension artérielle à des sommets inégalés. Elle provenait de l'agence d'escorte. J'avais hésité à leur parler de la dette restante d'Yvonne, espérant naïvement qu'ils l'oublieraient. Mais cette carte a déclenché la fureur en moi. Aux côtés de l'homme accusé de son meurtre, Adam Watts, et de moi-même, je tenais l'agence d'escorte pour responsable de la mort d'Yvonne. Cette colère m'a poussé à agir, mettant de côté les dernières politesses que j'aurais pu avoir. Je leur ai rendu visite à l'improviste, laissant de côté tout semblant de politesse. À l'agence, j'ai dit à la réceptionniste qui j'étais et j'ai demandé à voir le patron. Ils m'ont présenté leurs condoléances et m'ont fait entrer. Une femme d'une 50aine d'années, prénommée Michelle, m'a accueilli. J'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être été elle-même escort girl, mais qu'elle s'était retirée. Monsieur Wagner, nous vous présentons nos sincères condoléances. Yvonne était très importante pour nous, a déclaré Michelle. Elle était plus qu'importante pour moi. Ma colère était à peine contenue. Je ne voulais pas insinuer le contraire. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas pu rembourser sa dette et arrêter l'escorte. Comment votre agence a-t-elle pu autoriser cela? Les larmes me montent aux yeux. Monsieur Wagner, je suis désolé. Je ne comprends pas. De quelle dette parlez-vous? De ma dette. Yvonne vous a prêté 75 000 dollars il y a des années pour me sauver du danger. Elle m'a dit que vous l'aviez obligée à continuer à travailler alors que j'avais l'argent pour le rembourser. Je ne sais pas ce qu'Yvonne a pu vous transmettre, mais ni moi ni cette agence ne lui avons jamais prêté d'argent. Elle est l'une de nos meilleures escortes depuis des années. Son emploi du temps s'est modifié il y a quelques années. Elle a mentionné sa disponibilité pour un travail d'escorte plusieurs nuits par semaine, et elle semblait enthousiaste à ce sujet. Plusieurs années? Ma femme a travaillé comme escorte pendant plusieurs années. Elle a commencé il y a près de 7 ans. Il y a une demande pour des femmes d'âge moyen, intelligentes et attirantes, qui ont un bon physique. Beaucoup d'hommes de cette tranche d'âge recherchent une femme de substitution ou une compagne pour des conversations intimes et une exploration sexuelle, au-delà de ce qu'ils ont avec leurs partenaires actuels. Nous proposons uniquement des services d'escorte et n'encourageons ni ne décourageons aucun engagement sexuel. La décision appartient aux femmes. Nous sommes conscients du résultat commun, mais nous ne prenons pas de part si elles font payer le sexe. Yvonne excellait dans son travail et de nombreux clients la sollicitaient régulièrement. Elle a mentionné que vous étiez au courant et que vous aviez donné votre accord. Je n'en avais aucune idée. Ce doit être un choc terrible. Yvonne parlait souvent de la chance qu'elle avait d'avoir un mari qui la soutenait malgré sa profession. Elle était si sincère, je n'ai jamais douté d'elle. Il y a eu un silence pesant. La femme change de sujet. J'ai appris que la police avait arrêté son meurtrier présumé. Cela m'a aussi surprise. Monsieur Watts était un client régulier et j'avais l'impression qu'Yvonne le tenait en haute estime. Elle ne semblait pas avoir peur de lui. Quoi? On ne m'a jamais dit qu'elle le connaissait avant cette nuit-là. J'ai informé la police de leur relation permanente. J'ai supposé qu'ils avaient partagé cette information avec vous aussi. Je dois partir. J'ai du mal à tenir le coup. Je comprends. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances. Et, Boris, si je peux faire quelque chose personnellement pour vous aider, n'hésitez pas à me le demander. J'ai l'impression d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Cela me fait de la peine de voir à quel point vous avez été trompé. Elle m'a tendu une carte pour un service d'escorte gratuit. J'étais furieuse, je bouillonnais de colère. J'ai à peine quitté les lieux que j'ai lancé, va te faire foutre, salope. Les informations fournies par Michel m'ont submergé d'émotion. Yvonne s'était vendue avant même que je ne m'endette. Elle n'a jamais reçu de prêt pour régler ma dette. Je me suis demandé où elle avait trouvé l'argent pour rembourser ce prêt. Elle avait dû gagner cette somme et bien plus encore au cours de ses années de travail. Puis elle a utilisé ma dette comme excuse pour continuer. L'homme qui l'a tuée était un habitué? Peut-être même quelqu'un qu'elle favorisait? J'ai été pris pour un imbécile. Être un imbécile est une chose, mais être un imbécile ignorant est une chose que je peux essayer de rectifier. J'avais besoin de plus d'informations. Et j'avais besoin d'une arme. Quelqu'un devait mourir, même si c'était moi. Au poste de police.
Inspecteur Robinson, s'il vous plaît. Je suis Boris Wagner. Je suis ici pour le meurtre de ma femme. Asseyez-vous, monsieur. Je vais informer son bureau de votre présence. Au bout de 5 minutes, l'inspecteur Robinson est apparu. Monsieur Wagner, suivez-moi, s'il vous plaît. On m'a dirigé vers une chaise à côté de son bureau. Permettez-moi d'exprimer à nouveau nos plus sincères condoléances pour votre perte. Oubliez les fausses condoléances. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que la personne qui a tué ma femme était quelqu'un qu'elle avait fréquenté? Je ne voulais pas vous bouleverser davantage. Je ne pensais pas que cela changeait quoi que ce soit à l'identification de son meurtrier et à la recherche de la justice. Je veux lui parler. Le tueur présumé. Je ne vous le recommande pas. Je me fiche de ce que vous recommandez. Je peux le voir? Cela dépend de lui et de son avocat. Je peux demander, mais je doute que lui ou son avocat soit d'accord. Pouvez-vous au moins lui demander? Bien sûr. Maintenant? Restez ici, s'il vous plaît. Il s'est levé de son bureau et s'est dirigé vers l'ascenseur. Au bout de 21 minutes, j'ai tenu le compte, l'inspecteur Robinson est revenu, visiblement ébranlé. Son expression était du genre « je n'arrive pas à y croire ». Il a accepté de vous parler contre l'avis de son avocat. Il l'emmène en salle d'interrogatoire 2. Suivez-moi. Nous sommes arrivés dans la salle, et à travers la vitre, j'ai vu un homme d'apparence moyenne, d'environ mon âge, vêtu d'une combinaison orange et menotté à la table. Il semblait étrangement calme et indifférent. Je suis entré avec la consigne stricte de ne pas lever la main sur lui, limité à 20 minutes ou moins s'il souhaitait en finir plus tôt. J'étais sur le point de faire face à Alan Watts, l'assassin de ma femme. Assis en face de lui, j'ai commencé par dire « Je suis Boris ». Alan m'a coupé la parole. Alan m'a coupé dans mon élan « Je sais qui vous êtes. Tu es le stupide mari cocu de cette pute ». J'ai gardé mon calme. Cette description pourrait correspondre. Je me demandais juste pourquoi je l'ai tué. C'était ta faute, espèce de crétin insignifiant. Quand vous avez parlé de divorce, elle était furieuse. Pas pour vous quitter, elle était furieuse parce que votre déménagement aurait gelé les fonds. Yvonne essayait de trouver un moyen de retarder le divorce, afin d'obtenir tout l'argent qu'elle pouvait. Yvonne avait l'intention de divorcer? Oh, certainement. Elle m'a dit qu'elle avait économisé l'argent de ses activités d'escorte pendant des années sur un compte dont vous ne saviez rien. Comme vous lui aviez pris 75 000 $, Yvonne voulait réclamer la plupart de vos biens ainsi que sa réserve secrète. Elle disait que nous pourrions nous enfuir dans un paradis tropical et vivre comme des rois. Elle était insatiable. J'ai accepté parce qu'elle était la meilleure que j'ai jamais eue, sans contestation possible. Écoutez, après que vous l'ayez confrontée, elle était très énervée. Yvonne m'a dit qu'elle voulait que ce soit brutal cette nuit-là, vraiment brutal, pour que vous sortiez de son esprit. J'avais trop bu, et quand les choses se sont envenimées, j'ai fait semblant d'être en colère et je me suis mis en colère. La situation s'est aggravée. Elle m'a poussé à bout en disant que je ne savais pas comment gérer une femme comme elle, et j'ai perdu le contrôle. Malheureusement, la situation est devenue incontrôlable. Elle m'a provoqué, et dans un accès de rage, je lui ai accidentellement brisé le cou. Je n'avais pas l'intention de la tuer. C'était un accident. J'ai paniqué et j'ai pris son sac à main, pensant stupidement qu'il ne pourrait pas l'identifier ou identifier son meurtrier avant que je n'aie une chance de m'enfuir. Ils m'ont rattrapé au terminal de l'aéroport. Si j'avais pris un vol plus tôt, j'aurais peut-être pu m'échapper. A-t-elle jamais expliqué pourquoi elle nous a fait ça, à moi et à nos filles? Tu es sûr de vouloir entendre ça? Très bien, je vais te jeter encore plus de terre sur la tête, idiot. Elle a dit que tu étais la personne la plus ignorante qu'elle ait jamais rencontrée. Et surprise, tu n'es même pas le père de tes 2 filles. Un ancien petit ami de l'université a donné le sperme. Je crois qu'il est mort d'un accident de voiture. Elle n'avait pas arrêté de batifoler avec lui jusqu'à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Yvonne a dit que vous étiez si bête que vous n'avez jamais soupçonné son infidélité, même si elle n'était pas discrète. Vous étiez un outil utile, lui fournissant un point d'attache et la façade d'une épouse respectable, l'aidant à obtenir tout ce qu'elle voulait de la vie, surtout en termes de sexe et d'argent. Au début, elle ne rencontrait ses clients que pendant la journée. Il lui était facile de s'éclipser quelques heures de son travail de chef de bureau, d'autant plus qu'elle couchait avec le patron et qu'il la payait pour conclure des affaires avec des clients masculins qui achetaient des maisons. Votre dette était une aubaine pour elle. Cela lui donnait l'excuse parfaite pour rencontrer des clients la nuit sans éveiller vos soupçons. Elle s'est amusée de la façon dont vous avez loué son sacrifice. Quel imbécile vous étiez. Les services d'escorte nocturne, c'est là que se trouve le vrai argent. Bon sang, elle a dû gagner assez d'argent de moi et d'autres pour financer un petit pays. Je ne me plains pas. Elle valait chaque dollar que je payais pour passer du temps avec elle. Je n'ai jamais fait l'expérience d'une pipe comme la sienne, loin s'en faut. Et son expertise avec. Je n'en pouvais plus. Je me suis élancé vers lui. Ma frappe a fait bouger sa tête sur le côté, mais il s'est contenté de rire.
L'inspecteur Robinson est entré rapidement et m'a escorté vers la sortie, me demandant de rentrer chez moi. De retour à la maison, j'ai passé au peigne fin les dossiers de ma femme dans son bureau, sans rien trouver d'anormal. Puis j'ai fouillé dans les cartons d'objets personnels de l'agence immobilière. Après une heure de recherche, je suis tombé sur une note dans son agenda, une série de chiffres sans explication. Pour moi, cela ressemblait à un numéro de compte et d'acheminement. Je l'ai apporté à l'avocat spécialisé en droit de la famille, le surprenant puisque je ne demandais plus le divorce. Nous avons tous deux convenu que les chiffres correspondaient probablement à une banque et à un compte. En quelques minutes, nous avons obtenu le nom de la banque, mais celle-ci a refusé d'ouvrir un compte à son nom de jeune fille ou à son nom d'épouse. C'est alors que je me suis souvenu d'une éventuelle clé de coffre-fort qui se trouvait parmi ses affaires de bureau. La clé a permis de déverrouiller un coffre à la banque où elle détenait le compte caché. J'y ai accédé et j'y ai trouvé une fausse carte d'identité, un passeport et 5 lingots d'or d'une livre. Il a fallu des négociations interminables, de la paperasserie et une décision de justice pour convaincre la banque de l'association de ma femme avec le compte. J'ai été stupéfait de découvrir qu'il contenait plus de 800 000 $. Entre son travail dans l'immobilier, ses services d'escorte et le siphonnage de nos revenus, elle avait amassé une petite fortune. Je me suis demandé quel était son objectif avant de me quitter, peut-être 1 million ? Elle y était presque. Il a fallu un certain temps avant que je puisse accéder à l'ensemble de sa fortune. Mon plan était de soutenir mes filles sans révéler la vérité sur leur paternité, j'estimais qu'elles avaient assez enduré. Et honnêtement, moi aussi. Je craignais que Marilyn ne trouve du réconfort dans le fait que je n'étais pas son vrai père, une révélation qui me briserait encore plus. Je leur ai envoyé l'argent, mais pas avant de m'être occupé d'une autre chose. Un titre de presse décrivait une bagarre dans une prison entre un gang blanc et un gang latino, qui avait fait 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les personnes décédées se trouvait l'assassin d'Yvonne, qui purgeait une peine de 20 à 25 ans. De l'argent bien dépensé. Aujourd'hui, je me rends rarement sur la tombe de ma femme. Chaque fois, je remplis le trou que j'ai fait précédemment, juste au-dessus de l'endroit où j'imagine sa bouche dans le cercueil. J'y verse mon propre liquide, en espérant qu'il s'infiltre par le minuscule trou que j'ai percé dans le couvercle du cercueil. Le sumac vénéneux que j'ai planté autour de la pierre tombale a prospéré. Quant à moi, je continue à travailler pour m'occuper. J'ai utilisé une partie de l'argent pour m'abonner à une salle de sport, faire un peu de chirurgie esthétique et améliorer ma garde-robe. Les remarques positives et les propositions de rendez-vous de la part des femmes ont augmenté de manière significative. Lorsque j'ai envisagé de sortir à nouveau avec quelqu'un, je me suis souvenu de Michel de l'agence d'escorte, elle était séduisante, bien que plus âgée. Même l'idée de faire l'amour par pitié ne me paraissait pas si mauvaise que cela. Heureusement, j'ai gardé cette carte. Apparemment, ma première nuit avec elle s'est bien passée. Chaque matin, après avoir passé une nuit avec elle, Michel me tend une autre carte. Merci, Yvonne, pour ton sacrifice.